Mesdames, Messieurs, bonjour. Alexandre a évoqué le lien entre la technologie des armements et puis la doctrine qui coordonne, qui peut voire même orienter cette technologie. C'est un prisme que je vous propose d'utiliser dans le cas de Pearl Harbor, spécifiquement sur le cas de la doctrine de la marine impériale japonaise. Revenir sur cette doctrine montre que l'attaque contre Pearl Harbor elle-même était une forme de paradoxe, une forme d'ironie de l'histoire. Alors si on évoque la doctrine de la marine impériale japonaise, on est obligé de passer par un élément fondateur qui est la bataille de Tsushima, du 27 et 28 mai 1905. Pour mémoire, la flotte combinée japonaise écrase la flotte russe de la Baltique. Les négociations de paix s'en suivent peu après avec l'Empire russe. Elle se conclut par une victoire japonaise qui obtient gain de cause sur toutes les revendications qu'il avait au début de la guerre. On peut mentionner un deuxième facteur dimensionnant qui ironiquement est américain, dans la personne d'Alfred Mahan, un théoricien naval extrêmement influent tout au long du XIXe siècle, qui influencera également les officiers de marine japonais. L'œuvre de Mahan est extrêmement riche. On peut retenir une chose et une seule: le destin d'une puissance se joue dans sa capacité à maîtriser ses approches maritimes. Donc, c'est une version Mahan est à la marine ce que Dewey est à l'aviation, pour rebondir sur ce que disait Alexandre. Et puis, nous avons un troisième facteur dimensionnant majeur, qui est que la marine impériale, dès la Première Guerre mondiale, se désigne un adversaire qui n'est rien d'autre que les États-Unis d'Amérique. Cela devient crucial parce que le Japon est par nature beaucoup moins puissant que les États-Unis sur tous les rapports, en termes de démographie, d'économie. Au début des années 30, le PNB américain est de 7 fois supérieur à celui du Japon. Donc en corollaire, la pensée stratégique japonaise induit que si on mène une guerre, elle doit être courte, elle doit être gagnée rapidement, et ce, au moyen de batailles qui doivent être décisives. Si ça vous rappelle Israël plus récemment, ce n'est pas un hasard. Alors comment vaincre cet adversaire plus puissant et rapidement? La marine impériale va se consacrer exclusivement et éliminer tout autre considérant en lien avec la pensée navale au sens large, afin de préparer une bataille décisive. Quel script pour laquelle elle s'entraîne de manière presque obsessionnelle. La bataille décisive doit se jouer en 3 phases. Durant la première phase, le Japon va attaquer les détachements américains qui sont à proximité des îles de l'Empire, donc principalement les garnisons américaines aux Philippines. Ce faisant, elle va forcer la flotte américaine du Pacifique à quitter ses bases de San Diego en Californie, puis de Pearl Harbor, et traverser le Pacifique. Ce qui permet d'initier la deuxième phase, que les Japonais appellent opération de réduction progressive, qui est une stratégie d'attrition, à savoir que les forces légères de la marine impériale vont harceler la flotte américaine durant son transit. La phase de réduction progressive va culminer avec un engagement massif de nuit de ces croiseurs et destroyers. Et enfin, la flotte américaine suffisamment affaiblie, l'opération d'interception va commencer, c'est-à-dire que la marine impériale va engager ses gros, à savoir sa ligne de bataille, ses cuirassés longues, dans l'espoir que la flotte américaine sera écrasée à ce moment-là. Donc, comme je le disais avant, ce paradigme de bataille décisive dicte pratiquement l'ensemble des actions que prend la marine entre les années 20 et les années 30. Elle est structurellement dans une position d'infériorité quantitative, ne serait-ce que parce que les traités de désarmement naval de Washington en 22 et de Londres en 1930 font qu'elle a entre 60 et 70% des effectifs de la marine américaine selon les types de navires. Et pour pallier à cela, elle recherche une supériorité qualitative.
par exemple, les Japonais s'entraînent énormément au combat de nuit. Ils sont à cet égard bien meilleurs que d'autres marines, la Regia Marina, pour rebondir sur la Méditerranée, mais également la Royal Navy, mais également l'US Navy. On maximise l'efficacité, la puissance de feu des armements, mais on sacrifie leur durabilité. Donc, pour prendre quelques exemples concrets, les bombardiers d'attaque terrestre G4M que vous voyez en haut ont une autonomie qui se rapproche de celle d'un quadrimoteur américain B-17, alors qu'il s'agit d'un bimoteur. Il s'agit d'une performance exceptionnelle. Elle a un prix, l'appareil n'est pas protégé, à tel point que durant la guerre, les pilotes de chasse américains lui donneront le surnom de briquet à un coup. Ce qui se passe de commentaires. Vous avez aussi un autre exemple de trader du même type avec la torpille type 93. Elle est plus rapide et elle va plus loin que les torpilles en service dans les autres marines parce qu'elle est propulsée par oxygène. Par contre, cela rend extrêmement vulnérable les navires qui l'emportent en cas de gros but ennemi. Et puis, le cas emblématique, bien sûr, des super cuirassés de la classe Yamato qui emportent une artillerie de 460 mm, soit 60 mm de plus que les plus gros calibres en service dans les autres marines. Il s'agira des plus gros cuirassés jamais construits. Donc on se rend compte maintenant que ce n'est pas très logique d'attaquer Pearl Harbor si on a une doctrine qui cherche à attirer la flotte américaine au milieu du Pacifique pour la détruire. Ce qui pose la question de pourquoi, comment l'idée de frapper Pearl Harbor est-elle venue. En fait, on se rend compte qu'elle est partiellement issue d'une série d'effets d'opportunité et de dysfonctionnement institutionnel. Donc le premier wargame japonais qui évoque l'hypothèse d'une attaque contre Pearl Harbor date de 1927. Ironiquement, c'est l'US Navy elle-même qui simule des attaques de porte-avions contre Pearl Harbor en février 1932 et en mars 1938, mais on ne sait pas si les Japonais en ont eu connaissance. Ce qu'on sait, c'est que l'Académie navale de la Marine impériale publie une étude en 1936, une étude qui préconise ou qui postule une attaque aéronavale contre Pearl Harbor à l'entrée des hostilités. Donc on a déjà un schéma qui se rapproche plus de ce qui adviendra par la suite. En 1939, 1940, la flotte combinée japonaise, je fais une petite précision, la flotte combinée dans la terminologie japonaise regroupe l'ensemble des moyens de combat de la marine. Donc, durant ces manœuvres annuelles, on s'exerce à des attaques aériennes contre des navires au mouillage. On réalise que ça pose nombre de problèmes, on commence à s'atteler à leur résolution. En mai 1940, nous avons un effet d'opportunité, à savoir que les gros de la flotte du Pacifique américaine quittent les bases de San Diego et se regroupent à Pearl Harbor, ce qui les rapproche des moyens de combat de la marine impériale. Le 11-12 novembre, nous avons l'attaque de Tarente, qui est une preuve par l'exemple de la faisabilité de ce type d'opération. Et enfin, nous avons le 7 janvier 1941, l'amiral Yamamoto, qui est le chef de la flotte combinée depuis 1939, donc le chef opérationnel de la marine, rédige et adresse un rapport préconisant une attaque aéronavale contre Pearl Harbor à l'entrée des hostilités. Ce qui est plus surprenant, c'est que le quartier général de la marine refuse l'idée. Il la refuse non pas parce qu'il s'agit d'imbéciles qui sont restés enfermés dans le 19e siècle et qui ne reconnaissent pas l'importance du porte-avions ou de l'arme aérienne, mais plus simplement parce que le raisonnement de l'amiral Nagano, le chef du quartier général de la marine, est de dire mais attaquer les États-Unis, pourquoi après tout? Le Japon cherche à s'emparer des armes néerlandaises et des colonies britanniques de l'Asie du Sud-Est. Et si on laissait les Américains tranquilles, peut-être que Roosevelt n'obtiendrait pas une entrée en guerre du Sénat américain. Yamamoto, qui est extrêmement populaire dans la marine, au sein du public, au sens plus large, réagit en menaçant de démissionner. Non seulement lui, mais l'ensemble de l'état-major de la marine impériale. Nagano cède, et vous avez donc un organe exécutif qui s'empare d'une direction stratégique. Alors, Pearl Harbor débouche sur une victoire, mais le même type de dysfonctionnement donnera
débouchera sur la défaite japonaise lors de la bataille de Midway. Entre deux, à partir du printemps 41, la marine impériale a commencé à s'exercer pour une attaque contre Pearl Harbor. Et à l'automne 41, de nouveaux porte-avions, les Uikaku et Shokaku, entrent en service. 2 porte-avions d'escadre, ce qui donne à la marine impériale japonaise le nombre de porte-avions et de groupes aériens nécessaires pour frapper Pearl Harbor avec des effets décisifs, ce qui n'était pas le cas avec les 4 porte-avions d'escadre alors existants. Donc nous avons une décision japonaise consistant à une frappe aéronavale contre Pearl Harbor. On a 6 porte-avions d'escadre et on a environ 400 avions. Bien. Mais tout cela aurait été impossible sous une série de développements qui sont spécifiques à la marine impériale japonaise. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience qu'une attaque à cette échelle n'aurait pas pu être réalisée par l'US Navy, encore moins la Royal Navy. Donc, dans les années 20, les 2 premiers porte-avions d'escadre, les Kaga et Akaki, entrent en service. La technologie aéronavale de l'époque est assez primitive, donc on tâtonne, on découvre petit à petit qu'on peut utiliser ces avions pour la reconnaissance. Puis on se dit qu'on va aussi embarquer des avions de chasse pour éliminer les avions de reconnaissance ennemie. Et on suit une logique de développement incrémental au fil des ans. À la fin des années 30, une première rupture intervient, c'est-à-dire que la marine impériale utilise comme unité tactique non pas un porte-avions, mais une paire de porte-avions, ce qui permet de combiner les groupes aériens. Donc, il a été évoqué tout à l'heure que sur 40, les Britanniques ont dû envoyer 2 vagues d'attaque. C'est tout simplement parce que la première vague doit décoller, se dirige vers la cible. Il faut préparer la deuxième vague, la monter sur le pont du porte-avions et l'envoyer. Donc vous avez un décalage d'une bonne heure entre les deux. En combinant 2 porte-avions, vous arrivez par exemple à faire décoller un groupe de bombardiers impliqués simultanément avec un groupe de bombardiers torpilleurs. Et ces 2 types d'avions vont pouvoir mener une frappe simultanée en combinant 2 modes d'action différents, ce qui démultiplie l'efficacité de l'attaque. Entre 37 et 41, la marine s'entraîne, perfectionne ce type de méthode. En 1939, on décide de s'attaquer d'abord au porte-avions ennemi et ensuite d'attaquer la cible prioritaire qui reste les cuirassés. En avril 1941, c'est une révolution organisationnelle qui débouche sur une révolution stratégique. La marine impériale regroupe tous ses moyens aéronavaux dans une seule entité. La première flotte aérienne, ce qui donne une déclinaison tactique qui est la force mobile, Kilo Buntai, soit les 6 porte-avions d'escadre qui opèrent en une seule entité. Automne 41, nous l'avons vu, nous avons l'entrée en service des Uikaku et Shokaku. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'en décembre 1941, la marine impériale est la seule à avoir perfectionné à ce point la combinaison de ses moyens aéronautiques. Et puis, je fais un petit détour qui n'est pas purement doctrinal, mais en fait, il y a eu 2 opérations contre Pearl Harbor. Il y a celle qu'on connaît avec le raid aérien, et il y en a une deuxième qui concernait les sous-marins océaniques japonais. Et lors de la planification de l'attaque, l'amiral Yamamoto attendait plus les résultats de la seconde de ces opérations que du raid aéronaval lui-même. Donc 28 sous-marins ont été dépêchés dans les eaux hawaïennes dans les jours qui précèdent l'attaque contre Pearl Harbor, et ils y sont restés plusieurs semaines. Les Japonais attendent vraiment beaucoup parce que l'ensemble des navires de guerre américains va transiter dans ces eaux à ce moment-là, et de fait ils le feront. Et tout cela se terminera par un flop. Donc on a à peine 2 cargos coulés. Le seul succès significatif est une torpille au but contre le porte-avions américain Saratoga, qui sera envoyé qui devrait être préparé pendant plusieurs mois. Et le 10 décembre, des bombardiers impliqués Dauntless coulent le sous-marin I-70, qui devient le premier navire japonais coulé durant le conflit. Alors que retenir de ces quelques éléments? Pearl Harbor, en termes doctrinal, a un effet contre-productif parce qu'en coulant ou en endommageant les gros de la flotte du cuirassé américain à Pearl Harbor, cela rend impossible de l'attirer à travers le Pacifique et de mener la bataille décisive. Donc on est devant une forme de contradiction. Paradoxalement, on peut se dire aussi que la marine impériale a découvert l'importance du porte-avions avant les autres
qui devient un élément premier, les cuirassés passent en deuxième. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Dans l'esprit de Yamamoto, il était acceptable de sacrifier les porte-avions de la flotte japonaise dans l'espoir de détruire les cuirassés américains. Ce qui donne une idée de l'ordre de priorité. Et d'ailleurs, dans la flotte japonaise, le cuirassé reste l'arme première, l'arme ultime au moins jusqu'en 1943. C'est-à-dire que les cuirassés ne seront pratiquement jamais engagés dans les combats avant 1944. Il s'agissait toujours de les préserver en vue de la fameuse bataille décisive que la marine espérait pouvoir conduire durant la guerre. Elle l'a essayé au moins à 3 reprises. L'opération Mi, qui correspond à la bataille de Midway en juin 1942, l'opération Ago, qui débouche sur la bataille des Mariannes en juin 1944, et l'opération Shoego, qui correspond à la bataille de Leyte quelques mois plus tard. Et puis enfin, cette obsession japonaise sur une bataille navale de grande ampleur qui doit décider d'une guerre dans le court terme répond à un des gros what ifs traditionnels pour ce qui concerne l'attaque de Pearl Harbor. Pourquoi n'ont-ils donc pas attaqué les chantiers navals et les réservoirs de carburant? Tout simplement parce que ça ne les intéressait pas. On était dans une priorité 6, 7 ou 8. Jamais les Japonais n'auraient attaqué des infrastructures industrielles avant d'avoir liquidé l'ensemble de la flotte américaine jusqu'au dernier navire